avant, sinon après plutôt, cette folle rencontre entre justement l'Argentine et l'Égypte, il y a eu aussi une autre qui a permis d'avoir le tableau complet des quarts de finale. On jouait donc hier soir, pardon, les derniers matchs des huitièmes de finale. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. Et on va en parler ce matin. On connaît désormais les équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Oui, les deux dernières places qui étaient encore vacantes sont désormais prises. Et le tableau est au grand complet, vous l'avez dit, pour l'étape des quarts de finale. L'Argentine et la Suisse sont les tout derniers à se qualifier pour cette nouvelle étape à venir. Les Lions de l'Atlas du Maroc sont les seuls représentants africains encore en compétition sur 10 qui étaient sur la ligne de départ. L'Argentine, champion en titre, est le seul représentant sud-africain. Pendant ce temps, la Ligue de l'UEFA compte 6 nations en quart de finale. L'Asie et la CONCACAF sont out depuis les tours précédents. On aura donc en quart de finale France, Espagne, Norvège, Argentine, Suisse, Angleterre, Belgique et Maroc. Le seul Africain rescapé qui poursuit son aventure et qui va donc affronter en quart de finale l'équipe de la France. Tanguy, le mal qui gangrène nos équipes africaines a encore frappé hier l'Argentine qui s'en sort miraculeusement devant l'équipe de l'Égypte qui était pourtant bien partie. 2 buts à 0 au score. Devant au score, bien entendu, l'Égypte va donc succomber et surtout être éliminé, prendre la porte de la sortie devant les champions en titre qui sont revenus dans la partie dans le dernier quart d'heure de jeu et s'imposent finalement, s'offrant donc le billet pour le tour suivant. Celui qui nous accompagne ce matin, c'est Jules Lassifou, chroniqueur sportif. Jules, bonjour. Bonjour Candide, bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3B. Allez, Tanguy, on va y aller tout de suite, hein, mais avant, on va parler de cette information qui justement fait du bien au sport béninois. On est très content hein, quand les médailles reviennent au pays. Hein, et bien entendu, les athlètes béninois sont revenus avec, bien entendu, une moisson très importante du championnat ouest africain d'athlétisme U18 et U20. C'était à Dakar, au Sénégal. Ils sont rentrés avec un total de 10 médailles. Ils étaient 8 athlètes qui ont représenté le Bénin à ce niveau de compétition, notamment les championnats ouest africains d'athlétisme de Dakar, bien entendu, qui regroupait les athlètes U18 et U20. Et au thème de la compétition, le Bénin s'en sort avec 10 médailles, 3 médailles en or, 2 d'argent et 5 de bronze. Ils étaient bien entendu présents dans les épreuves, que ce soit du triple saut, du lancer de javelot ou encore du 800 mètres, du saut en longueur et bien d'autres, tout comme bien entendu le 100 mètres. On va écouter ici un extrait qui nous fait le point de la participation du Bénin à cette compétition. Très fière de porter très haut le drapeau du Bénin avec mes 2 médailles d'or que j'ai obtenues. Vraiment, je suis très très fière de moi-même. J'ai su améliorer ma performance au triple saut et parmi nous, il y a aussi nos collègues qui ont eu à améliorer leur performance. D'autres qui ont même fait plus que les performances des seniors, tout et tout. Bon, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Ce championnat s'est très très bien déroulé de notre côté. Nous sommes partis sur Dakar avec 8 athlètes et nous revenons de manière globale avec 10 médailles. Et nous avons pu engranger 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Alors, globalement, tous les athlètes ont pu améliorer leur performance et de très loin. Et pour ne pas rentrer dans les détails, nous avons 2 performances très remarquables. La première performance, elle a été réalisée par Boukari Oumou au triple saut. Elle a réalisé une performance de 12 mètres 15, 12 mètres 14. Alors, c'est une performance qui peut être améliorée et qui va être améliorée parce qu'elle a encore des marges de progression. La deuxième performance notable, c'est la performance de Ogoubi Loudi, qui a remporté donc la médaille de bronze avec une performance de 11 secondes 85 au 100 mètres. C'est une performance qui bat de très loin même les performances des athlètes seniors que nous avons actuellement au Bénin. C'est une performance qui n'a jamais été réalisée depuis pratiquement près de 20 ans, sinon même plus de 20 ans. Donc, si cette performance est transposée sur l'ensemble des différents minima, nous pouvons dire qu'elle a déjà réalisé les minima des championnats d'Afrique
elle a réalisé les minima des Jeux africains et elle a réalisé également les minima des Jeux de la francophonie. Alors que c'est une fille de 2010, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir et nous avons encore des athlètes qui sont dans la cuvée et qui vont sortir. Très bientôt et surtout pour les prochaines joutes internationales. Allez, on va y aller tout de suite à parler de ce qui fait l'actualité depuis le 11 juin dernier, la grande messe du football mondial. C'est tout juste après cette transition. C'était un match de toutes les attentions hier après l'élimination du Portugal par, bien entendu, son adversaire. Beaucoup étaient concentrés sur les champions en titre puisqu'il y avait de loin une rivalité et surtout une concurrence qui avait entre deux hommes qui ont surtout animé le football ces 2 dernières décennies presque. Et bien entendu, après l'élimination de Cristiano et sa bande, beaucoup se sont penchés et surtout orienté leur regard vers la rencontre qui opposait l'Argentine de Lionel Messi à l'équipe de l'Égypte. Et bien entendu, à l'arrivée, l'Égypte prend la porte. L'Argentine va poursuivre son aventure vers, pourquoi pas, un back-to-back possible. Tanguy, ce match qui continue de gangréner nos équipes africaines a encore frappé hier. J'avais cru que c'était un match, un mal, pardon, qui ne touche que les pays en dessous des tropiques, Ouais. c'est-à-dire les pays D'Afrique dont, noire pour dont les simple. habitants ont la peau comme vous et moi. Oui. Mais j'ai compris en réalité que ce n'était pas véritablement un problème justement de peau, que fondamentalement c'est une question de géographie visiblement, parce que ça ne peut pas se comprendre qu'une équipe comme l'Égypte, c'est vrai que son expérience sur la scène mondiale n'est pas aussi, je dois dire, capée que cela, Ouais. mais c'est quand même une équipe sur le continent. C'est quand même l'équipe la plus titrée en matière de football et de Cannes. Et donc c'est vraiment surprenant que cette équipe-là ne puisse pas avoir l'expérience de garder une avance de 2 buts qu'on a maintenu jusqu'à la 70e minute. Et surtout quand on sait que cette équipe est amenée par un certain Osama San, grand expérimenté Du football africain. qui connaît un peu comment, je dois dire, mener et conserver une avance. On l'a vu à l'œuvre quand il était encore joueur, avec son frère sur le terrain, comment il pouvait, parfois même avec des anti-jeux, etc., garder cette avance-là sur l'adversaire. Ça a été vraiment curieux et inattendu de voir que cette Égypte-là s'est effondrée, mettons, en 10 minutes à peu près. Avoir perdu un match qu'elle maîtrisait pourtant. Qu'elle maîtrisait pourtant, qui s'en sort par contre avec une élimination aux portes des quarts de finale. Jules Assifou, élimination de l'Égypte. Beaucoup célébraient déjà la victoire, que ce soit au Caire ou même ici en Afrique en général. Mais malheureusement, à l'arrivée, c'est l'Argentine qui a célébré une qualification. Évidemment, l'Argentine qui a célébré sa qualification, une équipe égyptienne qui a dû pousser l'Argentine dans ses derniers retranchements. On a constaté que c'est une formation égyptienne qui n'a pas assez de vécu au mondial, 4 participations sur les 23 éditions. Ça prouve que l'expérience sur la scène mondiale, comme l'évoquait le prédécesseur, n'existe pas pour le moment. Mais perdre un match à élimination directe, une place en quart de finale, qui fait office de synonyme de qualification historique pour l'Égypte. Mais dans les derniers instants, ils ont craqué parce qu'il y avait au sein de l'équipe argentine quelqu'un qu'on appelle Messi, octuple ballon d'or. Il a dû taper du poing sur la table. Il avait raté son penalty. Il faisait l'effort de se rattraper. Et bon, il a donné cette passe décisive qui a déclenché tout et la réduction du score. Et puis quelques minutes, lui-même, avec une frappe chirurgicale, il va battre le gardien. Ça prouve que le mal dont vous évoquez, le mal congénital aux Africains, cette incapacité à garder les avances. On a eu le Sénégal qui a fait la même chose avec la Belgique. On a eu aussi la Côte d'Ivoire, la RD Congo qui s'est fait vaciller dans les derniers instants. Donc ça prouve qu'au niveau sur l'échiquier de football africain, il y a des choses à corriger. Donc voilà, maintenant c'est une équipe argentine qui file en quart de finale, malheureusement pour l'Égypte, parce que
on aurait compté aussi 2 représentants africains pour la phase de ces quarts de finale, mais malheureusement, nous n'en compterons qu'un seul. Et on qui donne est le raison Maroc. à Rudy Garcia aussi qui affirmait qu'à un moment donné, si vous mettez une pression à une équipe africaine, elle finit par vous laisser sa porte ouverte. Oui, on entérine vous dans pouvez cette phrase-là. Ouais. Voilà, malheureusement pour l'Égypte, Ouais. ils ont craqué dans les derniers instants. Bon, il faut apprendre de ces erreurs et revenir plus fort pour les prochaines échéances. Tanguy, qu'est-ce que vous retenez de cette équipe argentine sur ces 2 derniers matchs, notamment face au Cap-Vert en 16e de finale où ça a été très poussif avant donc de s'offrir une qualification, un cas similaire face à l'équipe égyptienne? J'avoue que, et cela confirme un peu ma position depuis le début, que ce n'est pas l'Argentine la plus clinquante que j'ai vue de ma vie. J'ai pas vécu, je suis pas allé il y a longtemps non plus. Oui. Donc oui, c'est pas vraiment l'Argentine vraiment qui vous convainc à travers un football magique, intelligent, avec des déplacements et des... Non. Et puis, moi j'ai été vraiment surpris que l'Argentine mettons, réussisse à se qualifier hier, pas parce qu'elle a fait ce renversement de situation, mais déjà avant même le coup d'envoi, moi je ne donnais pas en tout cas cher la peau des Argentins. Au regard justement de leur parcours assez difficile, assez poussif, je me disais que ça allait s'arrêter certainement face à cette Égypte-là, qu'on a vu quand même aussi, hein, je l'ai dit, très énergique, très disponible, très engagé, très volontaire aussi pour... mettons, lancer les phases offensives, etc. Je pense que ce qui a déclenché, je dois dire, ce retour en force de l'Argentine, notamment face à l'Égypte, c'est justement cette attitude à vouloir forcément conserver, je dois dire, l'avance en défendant. Parce que quand vous voyez, à partir de 60-65 minutes, les Égyptiens mettons, dégager toutes les balles qui venaient dans la surface de réparation alors qu'il fallait poser le ballon, jouer tranquillement comme ils ont commencé aller depuis sur le les début, comptes comme ça, aller sur les contres, marché, etc. Il y a un contre par exemple qu'ils ont bien mené et je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, il est allé dans le coin là-bas et au lieu de repartir vers son camp et de travailler à conserver le ballon, il a tapé dans la balle et puis c'est sorti tranquillement comme si, bon, il voulait s'en débarrasser. Comme ça montre que vous êtes fébrile et que vous n'avez qu'un seul objectif de conserver l'avance. Et quand c'est comme ça, les gars, ils peuvent se mobiliser à la fois au niveau de l'attaque, au niveau du milieu, mais aussi au niveau de la défense. Parce que quand vous avez justement des gens qui replient vers leur défense, l'équipe adverse profite toujours pour, mettons, continuer à mettre la pression. Et quand vous avez la pression, vous craquez toujours. Hein? Même la plus petite goutte d'eau qui tombe peut-être 2-3 fois par jour. Pendant 10 ans, quand elle persévère, elle arrive à percer justement n'importe quelle roche de la planète. Donc, l'insistance fait craquer toujours la résistance. Et ça a marché hier pour cette équipe argentine qui s'en sort avec une qualification au bout pour surtout l'étape des quarts de finale. Jules, quel enseignement il faudra tirer pour la bande à Lionel Scaloni pour la suite de la compétition? Oui, la bande à Lionel Scaloni, l'Argentine qui est sur une bonne dynamique, ils ont aussi joué dans un schéma similaire face aux Cap-Verdiens parce que les Cap-Verdiens les ont bousculés et voilà, il a fallu que les Argentins haussent le niveau une fois, insistent encore une autre fois à mettre beaucoup plus la pression pour mettre à mal la défense cap-verdienne. Donc c'est une équipe argentine qui de par ces 2 précédentes rencontres a eu faute à faire, surtout physiquement, parce que l'adversaire impose un défi physique. Ça fait que les Argentins étaient obligés de se surpasser parce qu'ils mènent au score, ils se font rejoindre au score. Après, il va falloir sortir, aller puiser dans les ressources physiques, mentales nécessaires pour revenir encore une fois. Donc, pour Scaloni, il faudra que pour l'étape des quarts de finale, surtout l'adversaire, c'est la Suisse. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc c'est aussi un adversaire vraiment redoutable. Donc, il faudrait, dès les premiers instants, essayer de marquer un but pour se mettre un peu à l'abri, pour ne plus avoir à courir derrière le score. Et surtout à gérer ces genres de situations qui ont laissé les supporters hier très, il faut le dire, dans un état assez critique, il faut le dire, avant donc l'égalisation et surtout de passer devant et s'en sortir avec une qualification. On va s'intéresser au deuxième match qui s'est déroulé hier avant donc de parler de la suite de la compétition de cette 23e Coupe du Monde. Suisse-Colombie, c'était la dernière affiche de cette étape des 8e de finale. 0-0 au terme donc des 120 minutes de jeu et puis tout s'est décidé à la fatidique séance des tirs au but. La Suisse qui s'en sort devant l'équipe de la Colombie. Oui,
la Suisse qui s'en sort, qui déjoue les pronostics devant l'équipe de la Colombie. Une équipe de la Colombie qui n'a pas sans doute démérité parce que on a vu son parcours en phase de poule. C'est une équipe colombienne qui a émerveillé. Ils ont failli battre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Colombie qui s'en sort avec la première place lors des phases de poule. Et en huitième de finale, le Ghana, ils ont battu le Ghana. Donc, c'était les séances des tirs au but. Et dans cet exercice aussi fastidieux pour les joueurs, c'est la chance qui prévaut. Donc, finalement, les Suisses se sont qualifiés après 72 ans de disette, puisque depuis 1954, la Suisse ne s'est plus qualifiée pour les quarts de finale d'un mondial. Donc, c'était un espoir historique pour les Suisses hier. Et la Colombie qui va s'en sortir donc avec une élimination aux portes des quarts de finale. Tanguy, une rencontre très 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 poussive hier, très fermée, mais à l'arrivée, les Suisses s'en sortent. Oui, et ça doit être certainement les supporters argentins et les Argentins qui devraient être heureux quand on sait combien ils ont du mal justement à se défaire, notamment des équipes qui appartiennent un peu à leur zone géographique. C'est tout bénéf pour les tenants du titre. Oui, la rencontre a été très très difficile. Je crois que ça fait l'une des rares rencontres de cette coupe qui a été vraiment difficile, en tout cas quand on voit depuis le début, hein, parce que c'était vraiment très, mettons, très tactique. Et chaque pion qui bougeait tenait compte justement de la position d'en face et surtout de l'intention de l'autre. À l'arrivée, on a eu un match nul et vierge. Les tirs au but ont pu aider. Je crois que, en tout cas, le football, c'est vrai que c'est aussi ça. Hein. C'était les plus chanceux qui se sont qualifiés. Et qui se sont qualifiés donc pour le tour suivant de l'étape des quarts de finale. La Suisse qui rejoint donc l'Argentine sur le tableau pour faire complet. On rappelle très rapidement les résultats avant donc de passer aux différents pays qualifiés pour les quarts de finale. L'Argentine qui s'est imposée 3-2 à l'équipe de l'Égypte au bout d'un match où l'Égypte menait les débats, mais l'Argentine qui s'en sort au bout donc de son expérience avec un score de 3-2. Dans la seconde affiche, pour ne pas dire la dernière de cette étape des huitièmes de finale, la Suisse s'offre une qualification devant l'équipe colombienne au bout d'un score de 4-3 à la séance des tirs au but après un score nul et vierge au terme donc des 120 minutes de jeu. Le tableau des équipes qualifiées. Nous avons le Maroc seul encore en compétition et qui va représenter le continent au tour suivant sur 10. Ils vont se fâcher. Hein. Il paraît qu'ils ne sont pas représentants de l'Afrique. Ah bon. Mais de toutes les façons, pour la compétition, il s'est inscrit au niveau donc, de la zone CAF. Le Maroc qui est le seul représentant africain encore en compétition. Bien entendu, au-delà du Maroc, l'Argentine est le seul enfant unique de l'Amérique, il faut le dire, de l'Amérique du Sud, encore en lice. Et au niveau donc de l'UEFA, on a encore 6 en lice, notamment la France, la Norvège, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique et l'équipe de la Suisse. Tanguy, le tableau il est désormais complet. On connaît toutes les équipes qualifiées. On en parlait des premiers qui s'étaient qualifiés. La Suisse qui revient à ce niveau de compétition pour une première fois depuis des années de disette. Oui, je crois que ça doit remonter dans les années 90, je crois en tout cas. Si mes souvenirs sont bons, que la Suisse a pu atteindre ce niveau-là. Et quand on observe un peu son parcours, on peut dire valablement qu'elle a mérité le travail assidu et surtout, c'est vrai que ce n'est pas l'équipe qui marque le plus de buts, mais ils ont quand même, je dois dire, sur le parcours fait l'essentiel. Maintenant qu'ils tombent sur une équipe argentine qui peut remonter 2 buts en 10 minutes et prendre la victoire sur son adversaire qu'on peut appeler l'Égypte. C'est un gros morceau pour cette étape des quarts de finale. Mais bon, quand on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, c'est pas parce qu'on est une petite équipe, pays. Voilà, un petit pays. Donc, je crois que chacune des équipes qui sont retrouvées à ce niveau-là, chacune d'elles a sa chance et chacun devra jouer crânement justement sa chance pour voir ce que ça peut donner. Et je pense que la Suisse pourrait aussi, en tout cas, poser quelques problèmes à l'Argentine à cause justement de leur capacité à tenir d'abord face à la pression, mais aussi et surtout à être rigoureux au niveau de l'axe défensif. Maintenant,
il y a quand même l'équipe argentine qui, mettons, sait profiter de ses ailes pour pouvoir, mettons, faire les incursions sur la surface de réparation. J'espère que cette tactique va pouvoir les aider. Allez, Jules Assifou, Argentine-Suisse pour l'étape des quarts de finale. On a vu l'Argentine sortir le Cap-Vert et bien entendu l'Égypte pour les tours précédents. La Suisse qui vient aussi après avoir sorti l'Algérie et l'équipe de la Colombie au tour précédent. Comment trouvez-vous cette étape des quarts de finale? C'est une affiche intéressante au vu de cette formation suisse très vaillante hier qui a acquis sa qualification à la suite des centres des tirs au but. Et la Suisse aussi a des ressources à faire valoir. Il y a l'attaquant Brahim Mbolo qui est là, le Camerounais Mazambi aussi. Voilà, ils ont Granit Xhaka au milieu de terrain. Donc ça va être une vraie opposition tactique. Je vois un peu un schéma de jeu, une équipe suisse très physique qui met de l'impact dans le milieu de terrain pour gêner un peu la construction des Argentins, parce que c'est ce qui n'a pas marché pour les Argentins en fait face au Cap-Vert. Donc il y a eu de l'impact physique que les joueurs capverdiens ont mis et ça a perturbé un peu la circulation du bas, l'animation offensive des Messi qui était isolé carrément. Donc je crois que si la Suisse se prend bien, la Suisse peut quand même faire douter cette formation argentine, mais comme on le dit souvent, il y a le dieu du football qui est là, Lionel Messi, qui est dans une forme étincelante et lui, à lui seul, il peut basculer toute une rencontre. On l'a vu hier, donc ça fait de l'Argentine une équipe assez redoutable et très compliquée, difficile à jouer pour cette formation suisse, mais le miracle n'est pas impossible parce que la Suisse aussi a sa carte à jouer. En tout cas, on a vu le Cap-Vert causer beaucoup de difficultés à cette équipe argentine, l'Égypte qui n'était pas très loin de l'exploit, mais qui finalement prend la porte. Tanguy, cet homme qui continue toujours de marquer les esprits, à lui seul, il a pris hier la tête du classement des meilleurs buteurs de cette 23e Coupe du Monde. 8 buts désormais, quand on regarde le poids de l'âge et ce qu'il a accompli encore sur le terrain. Oui, bon, c'est vrai que j'aime pas cette expression-là souvent. Il aura fait son mondial déjà, au regard de son âge, de son expérience et surtout du niveau du championnat dans lequel il joue. Quand vous jouez en MLS par exemple et que vous venez en Coupe du Monde et que vous devrez mener la danse au même titre qu'un certain Kylian Mbappé qui est au top niveau, je dois dire, du football européen, quand vous devrez tenir, je dois dire, la main devant des joueurs aussi physiques que techniques comme Alang, avec ce physique de buffle ou de taureau, par exemple, c'est clairement dit que vous avez quelque chose, en tout cas, dont Dieu vous a doté. Et là-dessus, on doit s'entendre pour dire quand même qu'il a été assez exceptionnel, je dois dire, pour ce mondial-là. Un triplé déjà, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, mais enfin, parmi ces challengers, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait jusque-là, sinon que c'est des doublés. Même si, bon, il faut dire que le nombre de buts reste quand même le nombre de buts. Il aura dépassé... Il y a Dembélé qui l'a fait. Oui, justement, Dembélé qui l'a fait aussi. Dembélé qui n'est pas encore parmi les trois premiers. Voilà, avec un maigre niveau un maigre nombre de buts, je dois dire, par rapport justement à cette compétition. Alors, tout le monde est au quart, mais lui, il est en tête des buteurs. Ça me dit que déjà, il est le meilleur. Il est le meilleur avec 8 buts en tête du classement et il a délivré une passe décisive hier sur le premier but, le but qui a causé le déclic dans cette rencontre et qui a tourné à l'avantage de l'Argentine. Vous parlez tantôt de Erling Haaland, cet homme qui a porté la Norvège fait cette étape des quarts de finale du Lassifo. Norvège-Angleterre pour le tour suivant. Ça sera samedi prochain. Oui, samedi prochain, Norvège-Angleterre. L'Angleterre aussi qui a aussi acquis sa qualification dans la douleur face dans ce stade mythique d'Aztec face aux Mexicains. En étant réduit à 10, on a vu Jude Bellingham qui a frappé fort avec un doublé. Ça va être une rencontre vraiment tactique aussi, parce que quand on voit un peu comment la Norvège a sorti le grand Brésil, il faut remonter à 36 ans pour voir le Brésil se faire éjecter dès les phases de huitième de finale. Donc c'était une surprise. La Norvège, pour moi, a eu sa qualification. C'est déjà historique que la Norvège ait gagné un match à élimination directe en phase finale de Coupe du Monde. Cela n'était jamais arrivé. Maintenant, ils vont continuer tout sur cette dynamique. Ils vont compter sur leur cyborg, le cyborg norvégien, lui qui a
était le bourreau des Brésiliens. Il est toujours dans une forme étincelante. La Norvège pourra compter sur Haaland, mais l'Angleterre semble avoir un collectif beaucoup plus huilé, semble avoir beaucoup plus d'arguments pour venir à bout de ces Norvégiens. Et même sans trop prier, cette équipe anglaise s'est fait très mal devant les buts. Tanguy, Angleterre-Norvège, ça sera bien entendu une affiche des quarts de finale pour une place dans le dernier carré. Je crois que parmi les équipes européennes à fort, je dois dire potentiel offensif, c'est l'Angleterre, la France, l'Espagne relativement. Et donc, c'est pour dire qu'ils ont quand même les éléments qu'il faut pour aller de l'avant. Même si pendant ce mondial, on n'a pas vraiment eu, je dois dire, l'efficacité qu'on attendait de cette disponibilité offensive qu'ils ont, de cette ressource assez diversifiée qu'ils ont au niveau des attaquants. Vous savez, ils ont des attaquants qui viennent d'un peu partout, hein, des grands clubs de l'Europe, que ce soit en Angleterre, à Arsenal, que ce soit en Espagne, etc. Même en Allemagne, avec notamment Harry Kane, par exemple, on a une diversité d'attaquants qui pourrait quand même dire que, a priori, c'est la meilleure équipe qui pourrait être, je dois dire, la plus prolifique en matière de buts. Sauf que sur le parcours, ce n'est pas vraiment ce qu'on a eu. Si on en arrive à avoir un milieu offensif qui marque un doublé, vous comprenez que les attaquants sont un peu au chômage ou bien qu'ils ne voient pas très clairement sur le terrain. Mais bon, on espère qu'ils vont pouvoir s'exprimer à cette étape-là pour permettre à ce qu'on reconnaisse dans cette équipe anglaise, je dois dire, tout le potentiel qu'on lui reconnaissait. Qu'on lui reconnaissait. Deux autres affiches assurent à l'étape des quarts de finale au tour suivant. Hein. France-Maroc, on va en parler tout à l'heure, mais intéressons-nous déjà à cette équipe qui n'est pas très loin du Maroc. L'Espagne qui sera face à l'équipe de la Belgique pour une place en demi-finale. La Belgique qui a sorti l'équipe américaine avec un score de 4-1. Pendant ce temps, l'Espagne qui a montré la porte de sortie à l'équipe du Portugal. Ah oui, c'est l'Espagne, ça c'est un remake hein, déjà des huitièmes de finale du mondial sud-africain en 2010, oui, où l'Espagne avait eu raison du Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est souvent des scores étriqués entre les deux formations. C'est, le 42e derby ibérique. Je dirais le derby de... Lusitanien, oui. Le derby lusitanien, oui, voilà, entre le Portugal et l'Espagne. Maintenant, le souci, c'est que c'est une équipe portugaise qui a de la valeur sur de la qualité individuelle, mais le collectif peine à prendre. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble, alors que le football, c'est un sport collectif. Donc, je trouve que c'est là que le Portugal a eu un peu de mal dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, ce sera la dernière pour Cristiano Ronaldo. L'Espagne qui monte en puissance. À chaque rencontre, on a vu cette phase de poule qui a commencé un peu timidement avec le Cap-Vert. Après, il y a eu une montée en puissance. Cette rencontre de 16e de finale face à l'Autriche. Et donc, c'est une équipe espagnole qui monte en puissance. Et donc, les stars retrouvent leur couleur. Lamine Yamal, Ferran Torres et puis Oyarzabal. Donc, l'Espagne, c'est en matière de cohésion dans le jeu. L'Espagne est la meilleure équipe de ce mondial parce que ce sont des joueurs qui jouent souvent ensemble dans la Liga ou dans leur championnat, donc ils se connaissent même les yeux fermés. L'un connaît le déplacement de l'autre, l'un sait dans quel tempo donner la passe à l'autre, donc il y a une certaine collectivité qui est là et qui permet à l'Espagne de par son jeu de venir à bout de l'adversaire. Et ça va être la même chose face à leur adversaire, je crois que c'est la Belgique. La Belgique, bon, c'est la Belgique qui, grâce au Sénégal, au faux pas sénégalais, la Belgique qui se retrouve à cette étape de la compétition. Oui. Ils sont tombés sur une équipe qui n'était pas aussi forte, les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas réputés pour le football. Donc, ça a été très facile, 4-1 en huitième de finale. Donc, la Belgique a fort à faire face à une équipe espagnole qui vraiment a un fond de jeu bien assis, avec des milieux vraiment qui sont en forme, un milieu composé de Fabien Ruiz, de Rodri, de Pedri, ça va à 100 à l'heure. Donc la Belgique va souffrir en matière de possession, la Belgique va devoir courir derrière le ballon. Et quand vous courez derrière le ballon, vous êtes dans la passivité. Donc l'adversaire a tout le temps possible, l'espace derrière pour exploiter les espaces. Donc ça va être un match compliqué tactiquement pour la Belgique. Mais comme ils ont un coach d'expérience, Rudy Garcia pourra quand même trouver la solution nécessaire pour
essayer d'anéantir un peu les automatismes espagnols. Lui qui sait que quand on met la pression aux équipes africaines, ils finissent par suffoquer. On verra bien si lui aussi va résister face à l'équipe. Oui, on verra ça. On verra comment son équipe est construite pour résister Oui. à la pression aussi. Oui. Moi, je ne vois pas cher la peau de la Belgique face aux Espagnols. Hein. Même si parfois les Espagnols peuvent se montrer parfois aussi très irréalistes. Oui. On l'a vu par exemple face au Portugal, on l'a vu par exemple face au Cap-Verdien, etc. Même si le Cap-Vert avait amené non pas un gardien de but, mais plutôt un serrurier qui avait tout bloqué en face des Espagnols. Oui. Et donc, oui, ça va être très compliqué pour les Belges de s'en sortir. Moi, bon, sauf vraiment, sauf respect, hein. Moi, je ne voyais pas une Belgique à ce niveau-là. Et comme notre invité l'a dit ce matin, c'est la gentillesse des Sénégalais qui a fait que la Belgique aussi se la joue les footballeurs à un niveau de quart de finale de la Coupe du Monde à l'heure actuelle. Je ne veux pas dénier quand même, je dois dire, les valeurs de cette équipe de football, mais il faut quand même dire que dans le contexte actuel et pour cette Coupe du Monde, avec ce que cette Belgique a montré, ce n'est pas forcément son niveau, ça. Allez, on va s'intéresser maintenant au seul et unique représentant de la zone CAF encore en lice. Ils étaient 10 dans les starting blocks avant le coup d'envoi le 11 juin dernier. Mais pour l'étape des quarts de finale, on va assister justement à un seul. Justement, il s'agit du Maroc. Le Maroc qui va jouer la France-Anguille. Un match à venir entre les Français et les Lions de l'Atlas du Maroc pour une place en demi-finale. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, qui porte sur ses épaules les espoirs de tout un continent. Ça va être une grosse bataille de milieu. Parce que vous voyez, quand vous observez un peu l'équipe marocaine, ce n'est pas forcément... peut-être quand on les a vus face au Canada pour les huitièmes, ils ont pu montrer, je dois dire, un visage offensif un peu plus amélioré. Ouais. Sinon, ce n'est pas forcément l'équipe, mettons, qui sait être très intelligente en phase offensive et qui a peut-être des contributions et des phases offensives qui soient vraiment intéressantes. Alors qu'en face, on a quand même une France qui est dotée d'un certain nombre d'éléments offensifs capables, en tout cas, de peser lourdement, de mettre en difficulté, je dois dire, cette défense marocaine. Donc, tout va se résumer au niveau du contrôle de milieu pour, en tout cas, le Maroc, s'il y arrivait. Encore que ça peut être aussi, je dois dire, le point le plus faible de cette équipe française dont il faudra profiter. Ouais. Parce s'il faut attendre de conserver ou de contenir les assauts des attaquants, ça va être très pénible pour eux quand on voit un peu ce dont est dotée cette équipe française. Et puis on n'a pas aussi l'impression que la défense marocaine, bon, c'est vrai qu'on a une solidité de Issa, en dehors de ça, les ailes ne me convainquent pas trop, même si on a quand même un certain Hakimi qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui apporte aussi. Mais j'ai pas l'impression que c'est le même niveau qu'il a au niveau de PSG qu'il apporte à son équipe nationale d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de dangers qui sont venus de son côté et même beaucoup de buts aussi qui sont venus de son côté. Donc oui, peut-être qu'il n'a pas eu le soutien et l'appui qu'on peut avoir en tant que latéral et ça peut expliquer un peu cette faiblesse, cette fébrilité qu'il peut afficher par moment. Mais je pense que c'est une rencontre relativement équilibrée. Et si les Marocains doivent se souvenir de 2022, ils doivent prendre la revanche. Allez, Jules Assifou, France, Maroc, ce sera demain jeudi à partir de 20h pour cette affiche France-Maroc pour une place en demi-finale. Match équilibré, match à chance égale pour les deux équipes ou match égalé? Match équilibré, hein, parce que si on s'en tient au parcours des deux équipes, le Maroc qui d'abord avait mis en difficulté les Brésiliens dès la première journée de cette phase de groupe. Après, le Maroc a joué un match épique avec les Pays-Bas. Donc le Maroc est sur une dynamique et maintenant ils ont atomisé le pays organisateur. Comme le dit le président, ça va être une bataille au milieu de terrain. Voilà, le tendon d'Achille de la France pour le compte de ce mondial, c'est le milieu. C'est pas un milieu aussi relevé. Et donc, ils ont une armada offensive
ils ont assez de munitions sur le front de l'attaque, mais le milieu, ça pose problème. Donc, on a vu ils le ont Maroc toujours... face au Canada quand la bataille au milieu du terrain était vraiment, vraiment compliquée pour eux. En La première première période, partie, oui. ils ont souffert, ils ont galéré. souffert, oui. Ils ont souffert, oui. C'est sur ce secteur que peut-être le coach doit travailler parce que lorsque vous n'avez pas la bataille du milieu de terrain, un jeu de possession. Le Maroc office dans un jeu de possession, Oui. donc il faudrait avoir les joueurs qu'il faut. Mais ils ont les joueurs qu'il faut. Ils ont Boadi, ils ont Ounaï, le joueur de Girona, qui peut bien garder le ballon, Ils ont le jeune de 20 ans qui peuvent qui, faire tourner le ballon. absolument. Maintenant, il faudrait que le Maroc soit efficace sur le front de l'attaque parce que le Maroc va se procurer beaucoup d'occasions. On a vu le Sénégal, la France a des lacunes au milieu de terrain. Donc, face à un milieu qui met beaucoup plus d'intensité, la France peut fléchir au milieu de terrain. On a vu les Sénégalais l'emporter en première mi-temps lors de cette rencontre, mais finalement, ils ont craqué. Pas une expérience, pas une efficacité et tout. Donc, le Maroc doit aussi être efficace sur le front de l'attaque. Dans ces séquences offensives, arriver à marquer les buts parce que derrière, s'il y a de l'espace, quand on lance Dembélé dans le couloir ou Barcola dans le couloir, ça va aller très vite. Ou encore, Donc, ou encore Mbappé aussi et Olysée qui est dans une forme étincelante qui donc on a vu aussi la France se fait prendre parce que les Paraguayens ont bien visualisé la vidéo, les séquences de jeu françaises et ils ont essayé ils savent que le danger peut venir des couloirs. C'est un jeu direct, beaucoup plus de verticalité. Donc, ils ont bloqué les couloirs. Vous avez vu, Barcola n'a pas su s'exprimer. On l'a remplacé par Doué qui a provoqué la faute. Oui. Ils ont isolé aussi. Doué aussi a eu beaucoup de peine. Parfois, il est chassé. Il retourne carrément. Ils ont muselé aussi Dembélé dans le couloir. Tout à fait. À peine il a fait quelques centres en première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, ça a été transparent. Donc, Olysée aussi qui a été étouffé. Donc, lorsqu'on fait le marquage sur ces trois, parce que le jeu de la France est là. C'est Olysée qui alimente et puis Mbappé à la finition. Donc, si on en arrive à mettre en difficulté ces joueurs et qui ne s'expriment pas dans la rencontre, ça va être difficile pour la France. Donc, voilà un peu peut-être ce sur quoi doit s'appesantir le coach marocain pour essayer de museler ces joueurs pour ne pas... Parce que s'ils ont la liberté, attention, ça peut faire des dégâts côté marocain. Et c'est aussi une rencontre de revanche pour le Maroc parce que c'est la France qui avait empêché le Maroc de jouer une finale historique lors de l'édition précédente. Donc ça va être une rencontre de revanche pour les Marocains. Donc s'ils s'y prennent bien, il peut mettre à mal cette équipe française parce qu'elle est prenable, cette équipe française. En tout cas, le coach marocain, il reste très serein sur son banc depuis le début de cette Coupe du Monde. On verra bien s'il va en sortir son tour de magie face à l'équipe de la France. On va faire un dernier tour de table sur cette affiche, la toute première de l'étape des quarts de finale. Question personnelle, quel défi, ou plutôt, qu'attendez-vous du Maroc? Oh, rien du tout. Moi, je n'attends rien du Maroc. J'attends de voir un beau football, de quart de finale. Une équipe en forme, enfin deux équipes en forme qui aspirent véritablement à gagner une place pour les demi-finales. Et moi, ça m'irait mieux. Le reste, ça appartient justement à l'histoire. À l'histoire. Gilles, qu'attendez-vous du Maroc? On attend que les Marocains puissent rééditer l'espoir, qu'ils prouvent au monde entier qu'ils n'ont pas joué une demi-finale de Coupe du Monde parce que c'est sous l'effet du hasard, mais qu'ils ont quand même le coffre, ils ont la carapace qu'il faut. Aux Français maintenant d'entériner leur statut de favori qu'on leur a toujours fait aborder. Donc c'est le moment pour la France d'entériner son statut de favori. Est-ce que c'est la grande France ou pas? On le verra à travers cette rencontre. Puis c'est le vrai test pour les Français depuis le début de cette compétition, de tomber sur une équipe tactiquement très bien organisée. En tout cas, rendez-vous demain jeudi à partir de 20h GMT pour suivre cette affiche entre la France et l'équipe du Maroc. Vendredi, ce sera le tour de l'affiche Espagne-Belgique. Samedi, Norvège-Angleterre. Puis dimanche, la dernière affiche de cette étape des quarts de finale, Argentine-Suisse, pour justement la dernière place en demi-finale. 4 rencontres, 4 places en demi-finale et se rapprocher davantage du Graal final et surtout du trophée de la couronne qui va élever ou plutôt évincer de son fauteuil l'équipe de son fauteuil de champion, l'équipe de l'Argentine. On verra bien et on va suivre de très très près ces différentes affiches et revenir par ici faire le point, décortiquer surtout ces différentes affiches et nous projeter sur les étapes à venir. On rappelle, le Maroc est le seul représentant africain encore en compétition. L'Argentine, le seul de l'Amérique du Sud qui est encore en lice et surtout en course vers un deuxième trophée consécutif à la zone UEFA qui en compte 6 au total. On a la France, la Norvège, l'Espagne, la Belgique, la Suisse et l'équipe de l'Angleterre. Tanguy,
Et si on s'est arrêté ici ce matin? Je vous dirais merci Mm. d'avoir été par ici. Et je vous souhaiterais de passer une très bonne journée et de profiter de vos moments de foot devant vos petits écrans. Mesdames et messieurs, je vous ai amené sans pause depuis 7 heures jusqu'à cette étape. Je vous propose qu'on souffle un peu le temps d'appeler par ici les débatteurs.